Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le studio Victoire qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour à tous et surtout bienvenue à tous. On est vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier Media Talk qui sera consacré aux tendances médias du B2B en 2021. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit tour de table. Donc moi je suis Mélanie Gentil, je pilote le Media Desk depuis maintenant le mois de décembre. J'ai fait quelques années en médias auparavant et voilà, j'ai eu la chance de rejoindre le groupe au mois de décembre. Et je suis entourée aujourd'hui de 3 personnes de mon équipe, Laetitia, Bonjour. Mathéo et Bonjour. François, qu'on représentera ensuite quand on rentrera dans le vif du sujet. Histoire de vous poser un petit peu le contexte, je vais vous parler du groupe et du Media Desk. Donc, on appartient au groupe EPOCA, qui est un groupe de 200 collaborateurs et qui opère notamment sur 3 métiers que sont l'ARH, la com corporate et la communication B2B qui s'adresse aux professionnels. J'ai fait un petit focus sur les annonceurs qu'on accompagne aujourd'hui côté Media Desk. Donc je ne vais pas vous faire toute la liste parce que ça serait un petit peu long, mais en gros on opère à la fois pour des clients des acteurs industriels, des acteurs IT, mais aussi tout le secteur tertiaire. Donc je vous parle beaucoup de B2B, mais aussi on accompagne des clients en B2C, notamment les clients EPOCA. Donc vous voyez notamment Kellogg's, Saint-Gobain, etc. Au niveau de l'agence, donc on est l'agence média dédiée au B2B. On travaille aussi, comme je vous le disais, sur le B2C. Et notre objectif, c'est vraiment de s'adapter aux problématiques des clients. C'est-à-dire que quel que soit le budget, que ce soit un budget de 10K ou beaucoup plus, quel que soit le type de campagne, on peut vous accompagner sur des campagnes de branding, sur des campagnes de trafic, sur des campagnes de notoriété. On peut travailler en gré à gré avec des éditeurs, mais aussi sur des campagnes programmatiques. On peut travailler en full digital, mais aussi sur des médias plus traditionnels que sont la télé, l'affichage, la presse. Et enfin, on peut aussi travailler soit en mode consulting, donc vous accompagner sur des ateliers de ciblage, sur de choix de canaux, sans faire forcément l'achat média, ou sinon aller jusqu'à l'achat média pour le compte des clients. Notre objectif, donc on est une petite équipe à taille humaine, c'est vraiment de vous accompagner de A à Z, de la partie conseil à la partie pilotage des campagnes pour arriver au KPI que vous souhaitez atteindre. Voilà un petit peu pour le contexte du Media Desk. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, l'agenda, il va être serré. On va essayer de tenir en une demi-heure avec 3 parties. François qui va d'abord vous parler des tendances au niveau du contenu. C'est vrai qu'on a souvent tendance à insister sur le contenu dans les campagnes B2C, à trouver la big idea, le beau concept, etc. Et c'est un peu moins le cas sur le B2B. Or, c'est vraiment super important aussi aujourd'hui si on veut être un peu disruptif et émerger par rapport aux concurrents. Donc voilà, Letty va nous parler ensuite de tout ce qui est social. Alors c'est très bien de faire des campagnes d'acquisition, mais le réseau social est aussi hyper important. Donc elle va vous parler un petit peu de cette partie-là. Et on enchaînera avec Mathéo qui va nous parler programmatique et notamment sur la partie targeting contextuel, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les cookies sont en train de disparaître et qu'il va falloir qu'on trouve des solutions. Donc on travaille d'arrache-pied avec Laetitia, Mathéo et François sur ces problématiques-là et on va vous parler de premières solutions avec le targeting contextuel. Je vais tout de suite passer la parole à François qui va nous parler contenu. Alors François, selon toi, quels sont les contenus qu'il faut adopter en 2021 en B2B pour émerger et se différencier de ce que font nos concurrents?
D'accord. Dans un premier temps, bonjour à tous, François. Donc j'ai rejoint Arecy il y a quelques semaines et je vais vous parler des contenus vidéo et des contenus audio. Donc dans un premier temps, comme je l'ai dit, je vais parler de la vidéo et vidéo très tendance depuis un certain nombre d'années qui va connaître un grand essor dans les prochaines années avec 80% du contenu social média qui sera diffusé uniquement en vidéo. Et on a réussi à trouver trois grandes sections, trois grands types de vidéos, on va dire, avec l'ultra snackable, donc tout ce qui est un peu vidéo motion, ce qui est très très court. Le format mini-série, donc qui sont des courtes vidéos, et enfin le live streaming, des formats beaucoup plus longs sur lesquels je reviendrai juste après. Donc la vidéo, tendance déjà existante, mais qui va continuer à émerger dans les futures années. Juste un petit chiffre à prendre en compte. Un post vidéo génère en moyenne 30% d'interaction en plus qu'une photo. C'est vrai que sur toutes les campagnes qu'on gère aujourd'hui au Mediadesk, on se rend compte qu'il y a un vrai intérêt de faire de la vidéo dans le cadre de nos campagnes. Dans tout le funnel d'une campagne, donc de la notoriété à la conversion, on peut placer de la vidéo et ça peut amener énormément de visibilité ou de lead aussi par la suite. Donc, comme je le disais, je vais faire un petit focus sur un format vidéo qui est de plus en plus tendance. Donc on va parler des live streaming et notamment sur LinkedIn Live, Twitch qui est l'un des plus grands acteurs bien entendu de streaming, mais on est en B2B et on va faire un focus LinkedIn Live. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau petit point stat, au niveau des CTR, dans le B2B, on est en moyenne entre 0,3 et 0,5%. Et sur LinkedIn, les formats vidéo performent énormément et on atteint un CTR de 0,68%. Et ce que je disais en amont, et je pense que les bonnes pratiques du B2C sont à adapter sur le B2B. C'est ça, c'est totalement adaptable pour le B2B, il faut juste se poser et réfléchir à comment l'incorporer dans notre campagne média. Et comme je le disais, la deuxième partie, l'audio digital. Tendance qui a beaucoup émergé entre 2019 et 2020. L'audio digital qu'on peut diviser en deux grandes catégories, donc le replay audio et le podcast natif. On va s'intéresser de notre côté au podcast natif, tout simplement parce que le replay audio, c'est de la catch-up radio et voilà. Et donc les podcasts natifs, enfin l'audio digital en quelques chiffres, comme vous pouvez le voir, on a eu 50% d'auditeurs en plus sur l'audio digital entre 2019 et 2020 et vous pouvez voir que la pandémie a fortement accéléré la consommation des contenus audio en France. Au niveau des podcasts natifs, podcast, simplification de l'iPod et du broadcast. Donc actuellement en France, un Français sur 10 écoute au moins un podcast natif par mois. C'est vraiment énorme. Et on arrive à toucher des audiences différentes que sur d'autres formats qu'on pourrait consommer. Car 60% des auditeurs ont moins de 35 ans. De mémoire, c'est 15 à 35 ans, la plus grosse fourchette d'auditeurs en podcast. Et une grande majorité de ces auditeurs sont des CSP+, ce qui est très intéressant pour nos campagnes médias. On parlait du B2B et on se rend compte et on en met en place de plus en plus pour certains gros acteurs qu'on suit. Des campagnes de podcast en B2B, c'est aussi une bonne solution en 2021 pour émerger et pour se positionner comme expert. Exactement. Et pourquoi ça marche? Tout simplement, c'est un contenu qui est consommable. On le démarre, on l'arrête, on le reprend quand on veut et c'est la grande tendance de ces dernières années. Et quelque chose à ne pas oublier, c'est multitasking, c'est-à-dire qu'on peut le consommer sans visuel,
en faisant n'importe quelle tâche, en travaillant, en cuisinant, en faisant ce que l'on veut. Et cet audio nous permet vraiment d'arriver enfin, d'être en lien avec son écoute et dans un environnement très immersif. Et c'est ça qui est très intéressant pour nous d'un point de vue média. Comme je le disais, l'audio c'est personnel, c'est immersif, on est en lien avec ce qu'on écoute et quelque chose qui revient et qui n'est pas forcément valable avec d'autres supports, c'est que les gens ont une confiance en ce qu'ils écoutent et ça c'est d'un point de vue média c'est très intéressant. L'audio c'est intelligent, on arrive à cibler la bonne personne au bon moment et de faire du contextuel d'un point de vue, d'un point de vue média, ce qui est très intéressant. Comme vous pouvez le voir à l'écran, un podcast vers le futur, donc qui parle des nouvelles technologies et qu'on peut lire et qui est intégré dans un article des Échos sur l'intelligence artificielle. Et ce ciblage contextuel nous permet vraiment de communiquer directement avec notre ciblage, notre cible en fait. Ouais, si je peux me permettre, là, c'est un client qu'on a accompagné qui s'appelle Atos. C'est ça. Et sur lequel on a déployé une campagne de diffusion contextuelle et on a eu vraiment des records d'écoute au niveau des épisodes parce que les épisodes étaient courts, donc on a des taux de complétion vraiment proches de 100% et en plus une très très bonne écoute puisqu'on arrivait à targeter les bons articles sur les bonnes thématiques et voilà, même sur le B2B, c'est possible aussi et ça intéresse aussi. L'audio n'a pas d'adblocker et ça, et comme vous l'avez dit auparavant, c'est très intéressant, notamment comme sur le client Atos où on a un taux d'écoute qui est très élevé et donc on est certain de pouvoir toucher nos cibles avec en l'occurrence un taux d'écoute moyen de 98%. L'audio est diffusé dans un environnement sûr. Ça, c'est un point très très important, notamment pour les annonceurs avec lesquels on collabore. Comme je le disais, le ciblage permet d'être diffusé dans des environnements très brand safe et sur des plateformes très brand safe également. Et enfin, l'audio est mesurable. Donc l'objectif de nos campagnes, c'est de pouvoir les mesurer au même titre qu'une campagne display, etc. Exactement. Et obtenir des KPI à la hauteur des exigences des clients. Exactement. Et donc on peut toucher, on peut mesurer les impressions bien entendu et particulièrement le taux d'écoute qui est intéressant et les auditeurs uniques atteints. Et finalement, on en parlait un peu auparavant, un cas maison, Atos, donc entreprise sur la digitalisation et la transformation digitale, donc qui a décidé de créer un podcast, La place et l'avenir des technologies dans notre société, via plusieurs podcasts avec quelques semaines d'intervalle au terme de la diffusion, et en format court de 11 à 20 minutes. Donc leurs objectifs, c'était vraiment de présenter les recherches sur lesquelles ils avaient travaillé et de mettre en avant leurs experts pour qu'ils interagissent et présentent ce sur quoi ils ont réussi à enquêter. Et donc ce podcast a généré plus de 15 000 écoutes et a complété... il y a eu un taux de complétion de 99%, donc très impressionnant et très intéressant. Tout à fait. Merci François. Alors, désolée, j'arrive pas à passer à la slide suivante. Alors voilà, Laetitia, voilà. c'est à toi. Mon tour. On va parler de l'influence. Exactement, de l'influence des réseaux sociaux aujourd'hui en 2021 et surtout post-crise. Donc première overview sur les objectifs que les entreprises aujourd'hui se fixent sur les réseaux sociaux. Donc plusieurs objectifs, valoriser son utilité sociale et sociétale, d'autant plus après la crise. Et en toute transparence, les gens aujourd'hui recherchent beaucoup plus de transparence après la crise que l'on traverse. Augmenter efficacement sa notoriété auprès
de ses clients, mais aussi auprès de ses prospects, auprès de cibles pénuriques, auprès de cibles volatiles, puisque les RS permettent d'avoir une réelle proximité avec ses clients, nourrir une relation de confiance également avec les parties prenantes en misant vraiment sur des formats conversationnels. On l'a vu tout à l'heure avec François sur le live. On est vraiment sur des formats qui permettent une réelle proximité. Enrichir aussi l'expérience candidat et collaborateur. Donc là, c'est plus pour la partie RH. On parlait tout à l'heure que les entreprises essayent de vraiment rapprocher les collaborateurs aujourd'hui via les réseaux sociaux en lançant des challenges, etc. Et prendre aussi de l'avance en développant notamment une démarche d'innovation always on. Donc ça, c'est vraiment tous les objectifs qu'une entreprise peut se fixer sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux peuvent nous permettre d'atteindre ces objectifs. Évidemment, comment parler B2B sans parler de LinkedIn? On le sait bien, on a beaucoup de campagnes sur ce réseau social avec des experts qui sont vraiment spécialisés sur ce réseau social. Donc aujourd'hui, le Mediadesk a des experts pour vous accompagner sur ce réseau. Donc ça, c'est plutôt une de nos forces. Et évidemment, LinkedIn, ça marche en B2B, mais il faut savoir exploiter son potentiel pour pouvoir émerger. Puisque évidemment, c'est un réseau social qui est très sollicité sur le secteur du B2B. Effectivement. Donc, LinkedIn, oui. Pourquoi? Parce que 21 millions de membres aujourd'hui en France, soit presque 70% de la population active, donc c'est énorme, quasiment tout le monde est sur LinkedIn aujourd'hui, c'est un peu un incontournable. Plus de 48% des conversations entre 2019 et 2020 et plus de 55% sur le confinement. Donc évidemment, les entreprises, le jour où on a été confinés, les salons se sont arrêtés. Comment on fait du business quand du B2B sans aller en salon pour aller serrer des poignées de main, faire des leads vraiment avec du présentiel? Et LinkedIn a été une des solutions, en tout cas, à ce manque en fait, pour pouvoir continuer à générer du business. Physique, Exactement. Et 85% des décideurs B2B utilisent aujourd'hui LinkedIn. C'est un chiffre qui est quand même hyper parlant. Donc aujourd'hui, LinkedIn, pour toucher les décideurs et les leaders d'opinion, c'est un incontournable. Évidemment. Donc si on passe à la slide suivante, effectivement, on peut se dire que le média, et si le média était le décideur, donc on parlait tout à l'heure d'influence. Effectivement, les leaders d'opinion sont primordiaux aujourd'hui sur LinkedIn, mais pas que. On verra que sur tous les réseaux sociaux, aujourd'hui, les décideurs prennent la parole. Ils sont là pour flatter l'image de leur entreprise et on constate effectivement des chiffres vertigineux avec des milliers de followers, que ce soit le dirigeant de Leclerc, de Schneider ou encore bien d'autres. Donc au-delà de la notoriété, c'est bien beau de faire de l'image, de marque, etc. C'est très important dans une stratégie d'acquisition en digital. Évidemment, le but final, c'est souvent de générer du business. Et donc 45,6% des décideurs B2B ont découvert via du contenu, ont généré un achat via LinkedIn après avoir découvert du contenu. D'où la priorité du contenu dont parlait François. Qui doit être sexy aussi et émerger par rapport aux autres. Effectivement, qui doit être sexy, qui doit parler, qui doit adopter le bon message pour le bon interlocuteur. C'est très important en B2B. Et des formats de publicité qui sont les plus efficaces sur LinkedIn, on a effectivement les posts sponsorisés. Plus de 29% des leads sont générés par ces posts sponsorisés. Évidemment, le lead gen form qui cartonne sur LinkedIn avec plus de 19%, qui est un formulaire directement intégré dans vos ads. Et effectivement, l'email sponsorisé qui représente 5%, mais qui est quand même un pourcentage relativement important en B2B. Donc ça, c'est évidemment des formats que l'on maîtrise très bien au sein du Mediadesk, et on peut vous accompagner sur ces stratégies. Parce qu'on a un trading desk intégré avec des traders qui tradent au quotidien sur LinkedIn nos campagnes. Exactement, et nous, en tant que consultants, on accompagne sur la stratégie et on veille à la bonne mise en place des campagnes. Voilà.
Du côté décideur, un petit nouveau dont on a beaucoup entendu parler, c'est Clubhouse. On voit que des décideurs comme Elon Musk, qui est le président de Tesla Motors, s'y est mis. Donc, est-ce que c'est pas le nouvel Eldorado du leader d'opinion? Je pense que oui, effectivement, ça rejoint ce que disait François sur l'audio, qui a un essor énorme sur les derniers mois et qui a été boosté par la crise que l'on a traversée. Comment l'aborder? Parce qu'on a toujours cette appréhension en tant qu'entreprise de dire bon, bah, moi je veux bien essayer, mais je ne veux pas non plus être le bêta-testeur d'un nouveau réseau social. Et effectivement, plusieurs choses à savoir. Donc, il faut miser sur ses propres dirigeants pour incarner un message et apporter le débat. Évacuer toute logique publicitaire. C'est pas un réseau social sur lequel, voilà, où on va faire de la publicité comme on peut l'entendre. Et privilégier un contenu utile, un petit peu à la podcast d'ailleurs. Exactement, ça s'inspire énormément du podcast et engagé. Il faut prendre part au room en adéquation avec vos engagements. Donc évidemment, rester dans la cohérence et dans ce qu'on disait, dans la transparence et dans la cohérence. Et pourquoi pas l'utiliser pour tout ce qui est conférence de presse. Ça a déjà commencé à être fait. Et évidemment que si vous souhaitez mettre en place une room sur un sujet particulier, il faut évidemment, le faire savoir. Voilà. Le médiatiser, c'est la base. On est là pour aussi monter une stratégie 360 avec vous pour qu'il y ait un maximum de participants lors de votre événement et surtout des participants qui sont dans votre cible. Donc ça, c'est aussi le travail du Mediadesk de vraiment travailler le ciblage finement. Sur des sites très spécifiques, avec des codes métiers, etc. Et d'aller vraiment chercher les bonnes personnes qui vont participer et derrière, évidemment, toujours le même problème, générer du business. Donc, ça a déjà été fait. On a accompagné un client, donc G-Collect. Alors, au tout démarrage. Au tout démarrage. Ouais. Donc, voilà, on a commencé avec G-Collect dans nos studios. Donc, on le voit sur la photo. On est dans les mêmes. On est dans les mêmes aujourd'hui. Donc, voilà, on est capable de vous accompagner vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la mise en place et mettre à disposition, effectivement, nos locaux, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à nous interroger sur ce levier. Donc, est-ce que la question qui se pose, c'est demain, est-ce qu'on est tous influenceurs? On voit bien que Macron utilise tous les réseaux sociaux, on l'a vu sur Brut notamment. Ça a un peu fait le buzz et il utilise en fait tous les réseaux sociaux pour faire passer le message. Dernièrement, on l'a vu, c'était hier je crois ou avant-hier, où il a annoncé que les vaccins allaient être ouverts à tout le monde à partir du 12 mai et il a aussi utilisé les réseaux sociaux pour diffuser le message. Donc est-ce que demain on sera tous influenceurs et est-ce que l'influence s'adapte au B2B? C'est aussi ça qu'on veut savoir. Est-ce que c'est une tendance qui peut s'adapter sur le secteur? Eh bien oui, puisque toujours dans la même optique, c'est que 76% des internautes pensent que les CIO devraient prendre du lead, le lead sur le changement sans attendre les décisions gouvernementales, que 71% des internautes français pensent qu'un CIO devrait être présent sur Twitter et un tweetos sur 3 français suit un compte de dirigeant. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut prendre la parole tout en restant en adéquation avec vos valeurs, les considérations de l'entreprise, etc. et faire preuve toujours de transparence et d'exemplarité. Autre chose sur l'influence, effectivement, quand vous êtes un leader d'opinion et que vous souhaitez prendre la parole, plusieurs façons de prendre la parole, plusieurs profils qui se dégagent. Donc vous avez le maître de cérémonie, le visionnaire, le prophète, l'expert ou encore l'entrepreneur qui ont tous une façon de prendre la parole, à voir quel est le type de profil que vous souhaitez prendre et adopter en fonction aussi de comment vous vous sentez à l'aise sur ces prises de parole. Et effectivement, avoir une stratégie d'influence, ça c'est ce qu'il y a de plus important. Effectivement, l'influence par la cohérence, c'est vrai que j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est une des tendances post-Covid qui est très importante. Et on voit apparaître aussi la nano-influence, même la micro-influence, un peu moins sur le B2B, mais la nano-influence est très importante. C'est vrai que les marques s'adressent à des influenceurs qui plus modestes que les très gros qu'on connaît en B2C. C'est vrai qu'en B2C, un influenceur a des millions d'abonnés.
C'est vrai que sur du B2B, on va être plus sur du nano, mis à part les très gros leaders d'opinion. Mais sinon, on va être plutôt sur des nano-influenceurs. Et effectivement, il part aussi des partenariats sur le long terme. C'est-à-dire que l'influence, ce n'est pas quelque chose qu'on active en push. C'est souvent quelque chose en fil rouge. Donc pareil, on est là aussi, le Mediadesk, pour vous accompagner sur ces stratégies d'influence qu'on peut pousser en fil rouge ou de façon événementielle aussi, puisqu'on va le voir par la suite, on a aussi des offres qui se prêtent bien aussi à des stratégies d'influence. D'autres choses, alors peut-être moins B2B, mais qui s'ancrent quand même dans le sujet d'aujourd'hui. Peut-être des bonnes pratiques à adapter au B2B. Voilà, demain. qui s'ancrent dans les tendances médias 2021. On ne pouvait pas trop y échapper. François a un petit peu déjà évoqué le sujet, mais Twitch, évidemment, et TikTok. Je sais que pour le coup, on a déjà monté pour certains clients, mais plutôt des clients B2C ou plutôt RH, marque employeur, etc., des campagnes sur TikTok, sur Snapchat qui fonctionnent plutôt bien. Aujourd'hui, le B2B n'a pas encore sauté le pas, en tout cas dans notre régie, sur ces leviers. Mais pourquoi pas demain à réfléchir, en tout cas, ça pourrait être intéressant. Tout dépend encore une fois de la cible et du projet qui s'accompagne, parce qu'on ne peut pas faire uniquement du TikTok. C'est une brique dans toute une stratégie média d'acquisition. Ouais. Donc voilà, et je vous en parlais. Aujourd'hui, on a sorti une offre B2B qui s'appelle le Think Tank. Offre qui a été d'ailleurs créée notamment par toi, sur des Mélanie, stratégies d'influence. Sur des stratégies d'influence qui se découpent en plusieurs parties. Donc, effectivement, étudier le marché avec notre partenaire Harris Interactive. Qui nous permet de nourrir justement les rendez-vous, les rencontres autour des bonnes pratiques du marché sur lequel on pourrait vendre ce genre d'opération. Exactement. Les rencontres, donc avec trois people lors des rencontres. Donc, avec 50 personnes max sur le mode confidentiel. Donc, l'idée, c'est d'avoir des rencontres entre pairs pour échanger encore une fois sur le métier, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, etc. Aller chercher des journalistes qui parlent sur la thématique. Donc là, on vous a mis 3 exemples plutôt généralistes, mais sur la RH, on peut aller chercher Laure Closier ou des choses comme ça, des gens un peu plus thématisés, mais qui peuvent aider à faire venir aussi. Oui, c'est une offre qui s'adapte, qui est modulable et qui s'adapte en fonction des besoins de chaque client et qui peut être évidemment repensée dans ces cases. Et avec un objectif qui n'est pas forcément de générer des leads directement, mais en tout cas d'influer sur son marché et qui, finalement, in fine, générera des leads parce qu'on s'est positionné comme un expert sur le marché. Et au-delà des campagnes d'acquisition, ça nous semble vraiment important en parallèle de faire ce genre de stratégie également à travers du podcast, à travers des rencontres physiques. C'est un peu plus compliqué en ce moment, c'est pour ça aussi qu'on réfléchit pas mal au podcast. Mais voilà, l'influence est vraiment important aujourd'hui dans le réseau relationnel. Et dans le partage, du coup, un plateau TV avec un événement hybride comme ça a pu être spécifié sur la slide et une accélération donc avec de la médiatisation média. Pour aller chercher toujours des cibles très spécifiques. Toujours pour événementialiser aussi du coup cette offre. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, en tout cas, on se tient à votre disposition pour effectivement échanger sur cette offre qui a été pensée sur cette nouvelle tendance 2021. De l'influence. Voilà. Merci Exactement. Merci à tous. Alors maintenant, on va passer à Mathéo qui va nous parler plus programmatique. Merci. Et bon, tout à fait programmatique aujourd'hui, ça va être plutôt les contextuels. Ouais. Donc on va partir sur un tabou qui vient de rentrer dans la partie média, marketing, dans les mondes entiers, c'est Google va arrêter les cookies. Donc Google va arrêter les cookies. Après, il rentre Apple avec une mise à jour qui va donner les choix à l'utilisateur ou à les porteurs du produit Apple à arrêter les partages des cookies aussi qui étaient faits par les devices. Donc, on vient avec une tendance que les cookies seront plus valables ou seront plus utilisés. Donc, il y a quelques temps, il y a quelques années aussi qui se démarre avec une tactique on va parler aujourd'hui, c'est les contextuels. Donc, les contextuels va rentrer vraiment sur sa phase de suivi, sa phase de targeting médias aujourd'hui. On revient un peu en arrière. On revient
on peut réadapter aussi, mais en même temps, on va prendre quelque chose qui était déjà fait, qui aujourd'hui, ça va nourrir énormément de choses qui va complémenter la stratégie contextuelle. Ouais. Il ne faut pas oublier que les web étaient faits par des contextuels, c'est-à-dire les sites aujourd'hui sont bien référencés, il y a un SEO qui est en place, il y a énormément des archives, des journaux, des tribunes, des articles qui sont dans les web. Donc on va profiter de ça pour trouver la bonne configuration des mots-clés. Et après, je vais parler un peu plus sur les contextes, que c'est très très important aujourd'hui. Donc, si on regarde, c'est vraiment les captures qui montrent la réalité aujourd'hui. Tout le monde a rentré en panique, même les utilisateurs. Facebook a rentré en guerre avec Apple justement pour ce type de choses. Il ne faut pas oublier que les revenus aujourd'hui, ça fait partie aussi des retargeting. On est suivi partout. Ce n'est pas si grave. Parfois, il y a des gens qui pensent que c'est embêtant. Mais notre stratégie, depuis très très longtemps, ça cerne aussi sur le retargeting. Donc, on était consulté pour un sujet de comment ça va impacter la média, comment ça va impacter la réalité avec la fin des cookies. Bah, tout simplement, on va adapter ce type de stratégie à un ciblage contextuel. Donc, je vous ai mis plusieurs exemples avec les slides suivants qui va parler justement de ce type de réunions de mots-clés, ce type de construction qu'on appelle whitelist, et qui va parler d'un sujet aux différents types de sujets que les produits, la marque ou dans ces cas la solution proposent. Donc, il y a énormément d'outils aujourd'hui qui nous permettent de trouver les mots-clés qui sont similaires à les mots-clés qu'on cherche, les mots-clés qui sont en tendance par rapport à les recherches des gens, les mots-clés qui sortent justement pour la quantité d'articles qui sont dans le web. Tout simplement, il y a une tactique qui est extrêmement facile à faire, c'est taper les mots-clés sur Google. Si vous trouvez dans la vignette d'actualité, vous allez voir la quantité d'articles qui sont liés à ces mots-clés. Donc, c'est ce type d'articles que vous allez afficher à la pub. Donc, on va parler sur ce type de thématiques ou tactiques par rapport à la publicité qu'on va diffuser. Il ne faut pas oublier qu'on est sur bannière, sur vidéo, sur native, même sur podcast aussi. On est sur toute la typologie des formats digital. Donc, comment on va adapter ça? On peut adapter ça avec un contexte. Donc, je vais prendre un mot-clé, je vais adapter ces mots-clés avec différents types de mots-clés similaires et je vais adapter mon contenu. Dans ces cas, ça peut être en vidéo ou ça peut être aussi en bannière pour le diffuser à les bons moments. Donc, l'utilisateur, il verra un bel créa dans un article qui parle de la même chose. François, il a mis un contexte aussi avec Atos qui parlait de l'IA. C'est exactement la même chose. C'est rendre la publicité plus native et moins invasive. Et moins dérangeante pour les internautes, tout à fait. Donc, on part de ces sujets contextuels. On est capable aujourd'hui de cibler les mots-clés dans les sites, dans ces cas l'article et dans les journaux. On est capable aussi de cibler les titres qui est dans l'URL de l'article. Donc, c'est un mix des choses qu'on est capable aujourd'hui de faire sans besoin d'un cookie. Donc, ça, c'est la première option que je vous donne aujourd'hui. La deuxième option, ce n'est pas forcément du contextuel, mais ça rentre dans la thématique contextuelle pour Google. C'est-à-dire, Google, il va identifier les gens qui tapent les sites Internet dans Google. Donc, je vais rentrer google.com ou facebook.com ou dans ces cas, leseco.com. Et Google va identifier ces personnes qui rentrent dans ces sites. Donc, moi, je vais construire une audience avec ces gens qui ont rentré dans ces sites. Donc, mon exemple est plus large si je parle de Les Échos. Mais si je commence à parler des comparateurs des logiciels ou un comparateur des RP ou certains types de choses qui parlent à une audience qui est déjà niche, donc je vais construire cette audience niche pour la diffuser après. Et quand je parle de diffuser après, je prends une audience qui est déjà construite sans cookies d'ailleurs. Donc, je vais aller sur les Échos, sur les Parisiens, sur tous les types de journaux qu'on connaît bien. Donc, c'est quelque chose qu'on commence déjà à montrer à nos clients, on commence à le tester. Il y a beaucoup de choses à affiner aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va rentrer dans un funnel qui a moins d'activités, moins d'interactions. Mais c'est quelque chose que ça tombe bien pour les B2B, parce que les B2B, c'est toujours la qualité et pas la quantité. Donc, on est une équipe qui est capable de tester ce type de choses, mais on a aussi des clients qui sont capables de tester ce type de choses avec nous. Donc, c'est sympa. Et pour finir, quelques sujets à venir. Je prends la référence de Criteo, un acteur qui est impacté par la réalité des cookies, qui fait une projection au futur. Donc, c'est une projection au futur pour montrer que les mélanges entre l'intelligence artificielle, les mondes contextuels et la disparition des cookies, c'est possible. C'est-à-dire,
il y aura aussi des options de faire une analyse avec une vidéo, analyse sémantique, une analyse sémantique aussi sur un podcast. Prendre tous ces mots-clés qui sont déjà parlés dans les podcasts ou parlés dans les vidéos sans besoin de taper une liste de mots-clés pour se référencer. Et ce type d'intelligence artificielle va trouver un contexte. C'est quoi un contexte? Un contexte, c'est si je parle des voitures électriques et je ne vais pas parler des voitures hybrides, je vais juste me focaliser sur les voitures électriques, même si je parle des voitures. Et c'est ce contexte que l'intelligence artificielle est capable de mettre dans une thématique. Aujourd'hui, ça semble un peu compliqué à expliquer, mais quand on voit la réalité de qu'est-ce que c'est capable de faire, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec l'intelligence artificielle, qui est capable d'identifier les mots-clés dans l'article, la vidéo et les podcasts, on sera plus à l'aise pour cibler la bonne audience avec la bonne thématique. On a encore quelques mois devant nous pour travailler sur tous ces sujets. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, on aura des rendez-vous dédiés à ce sujet. Exactement. Voilà, tu introduis très bien la dernière slide. Voilà. Écoute. Donc, si on doit conclure sur les choses à retenir de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, donc sur le contenu, être séduisant, être attractif, ne pas être trop soporifique. Le B2B, ça ne doit pas être soporifique. Il faut aussi miser sur des formats voilà, comme le podcast, la vidéo dont François nous a très bien parlé. Les campagnes d'influence, au-delà des campagnes d'acquisition traditionnelles qu'on fait au quotidien, c'est bien, mais il faut aussi mettre une couche d'influence et voilà, aller un peu plus loin que des campagnes LinkedIn de génération de leads. Et voilà, et on réfléchit beaucoup avec le MediaDesk sur la suite de la disparition des cookies et le targeting contextuel, l'IA qui arrive, etc. Seront des solutions. Et en effet, comme le disait Laetitia, on y réfléchit beaucoup. Et on vous donne rendez-vous justement en juin pour faire le point un peu plus largement sur quel est l'impact de la disparition de ces cookies. Et voilà. Et en juillet, on va essayer d'arriver avec quelles sont, selon nous, MediaDesk, les meilleures solutions. Pardon pour le micro, j'espère que ça n'a pas trop coupé, mais quelles sont les meilleures solutions qu'on va vous proposer à partir du T4, justement pour faire face à la disparition des cookies complètement à partir de 2022. Voilà, on espère que ce contenu vous a intéressé. Il n'y aura pas de questions-réponses aujourd'hui parce qu'on a essayé vraiment de faire court, mais n'hésitez pas à nous contacter. On a une adresse email générique mediadesk, contact@mediadesk.one. On vous la remettra sur l'écran et voilà. Et on est ravis de ce premier rendez-vous et on vous donne rendez-vous le mois prochain. À très bientôt. Merci à tous les trois. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.